Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Passaporta pour cette 4e journée déjà bien entamée donc, de la semaine de la pop philosophie, seconde édition 2014 à Bruxelles. Je suis très content de recevoir Tristan Garcia ce soir pour nous parler, pour discuter, pour qu'il nous parle bien évidemment de Six Feet Under, de la vie, de l'amour, de la mort, des fantômes, des séries télévisées, du temps, de la télévision, bref, de tout ce qui est synthétisé, métamorphosé, transformé par cet objet étrange qu'est la série télé en général et cette série télévisée en particulier qu'est Six Feet Under. Alors, petite question, qui dans la salle a vu la série? Ok, Tristan? Ça va, c'est bon. Voilà. C'est bon, savoir où placer le curseur, savoir quelle connerie ne pas dire par rapport aux fans, etc. Bon. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Tristan Garcia et qui donc vont avoir la chance de découvrir qui il est, parce que ceux qui le connaissent savent qu'effectivement c'est toujours un plaisir de l'écouter. Tristan Garcia est né donc en 1981 à Toulouse, agrégé de philosophie après être passé par l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Il est l'auteur d'une petite dizaine, 9 livres, depuis un petit livre sur l'image, je pense que c'était en 2004, jusqu'à... 2007 ou 2008 2007-2008, c'est après La meilleure part des hommes? C'est possible. Enfin, c'est ta vie, donc oui, voilà. Voilà, donc, évidemment, cet événement considérable qu'est, de fait, la parution de son premier roman. Là, pour le coup, c'est bien 2007, je ne me trompe pas. C'était La meilleure part des hommes, prix de Flore, suivi par un certain nombre d'autres œuvres de fiction, romans, nouvelles. Le dernier en date étant Faber le Destructeur chez Gallimard. Mais Tristan, en dehors de son activité de romancier, est également philosophe. Il est l'auteur d'un traité extraordinaire qui s'appelle Forme et objet, paru aux presses universitaires de France en 2011. L'auteur aussi d'un livre sur la question animale, et puis aussi aux presses universitaires de France, le livre qui servira d'une certaine manière de toile de fond à la discussion d'aujourd'hui. Donc ce livre, Six Feet Under, Une vie sans destin, paru dans la collection qu'il dirige au PUF avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, qui est consacré donc aux séries télévisées. Voilà, alors Tristan va commencer par vous présenter un sujet inédit, si vous voulez, par rapport à ce qui figure dans ce livre, après quoi nous aurons une brève conversation, puis bien sûr, ce sera à vous de parler, de questionner, etc. Et puis, je pense que nous retrouverons vous autour d'un verre. Voilà, Tristan, je te cède la parole. Merci beaucoup, Laurent. Voilà ce que je vous propose. On va essayer pendant 1 heure ou un petit peu plus, d'abord de s'approcher de nouveau de Six Feet Under pour ceux qui connaissent cette série. Donc, dans un premier temps, je vais essayer de vous parler de la série à partir du générique et d'un épisode particulier, dont se souviendront sans doute ceux qui ont vu la série. Ferai très attention à résumer le mieux possible la série pour ceux qui ne la connaissent pas. Et puis, ensuite, on s'éloignera, on dérivera petit à petit à partir d'un thème d'abord qui est celui des fantômes dans Six Feet Under. On parlera de la mort en général dans Six Feet Under, surtout de la mort de cette série, et ensuite du lien plus général entre la mort dans les séries télévisées, la mort des séries télévisées, l'arrêt, la fin des séries télévisées, et notre rapport amoureux aux séries en général. Donc on partira de Six Feet, et puis on dérivera petit à petit vers la forme de la série télévisée en général. Je vous propose aussi un exercice inédit, qui est de parler de cette série et d'un certain nombre de scènes de cette série sans vous les montrer, pour une raison tout à fait contingente, qui échappe à ma volonté, qui est que mon ordinateur m'a lâché, et donc le montage d'images qui était sur cet ordinateur aussi. Du coup, on va essayer de transformer cette catastrophe en expérience novatrice. Je vais essayer de vous décrire le plus précisément possible certaines scènes. On va commencer par le générique. Et simplement en verbalisant en fait ces scènes, on va essayer d'en faire quelque chose. On va essayer de les penser déjà en les disant. Pour ceux qui ont vu la série il y a longtemps, ça permettra d'abord de vous remettre en mémoire
certain nombre d'éléments de cette série. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, ça vous permettra tout simplement, probablement, j'espère, d'avoir envie d'aller la voir, et sinon au moins d'avoir une idée de ce que c'est. Je vous propose de partir très simplement du générique de cette série. Générique qui a marqué d'abord la production télévisuelle pour une raison, qui est que c'était un des premiers génériques de l'histoire de la télévision à ne pas faire figurer le portrait, le visage des personnages dans ce générique. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais, alors que s'affiche le nom des acteurs à l'écran, leur visage, on ne voit jamais, les personnages ne sont pas présentés alors que le générique commence à se dérouler. Reprenons ce générique et essayons de comprendre comment ce générique, cette petite œuvre d'1 minute 10, excusez-moi, extrêmement belle, très touchante. C'est un des rares génériques qu'en général les amateurs ne passent pas quand ils voient et revoient les épisodes, tout simplement pour le plaisir de le revoir. Comment ce petit générique concentre déjà l'éthos de Six Feet Under dans son rapport à la mort. Donc, souvenez-vous ou imaginez un ciel bleu-gris, métallisé, au début des années 2000. Vous avez une première note de piano qui résonne et l'ombre noire d'un corbeau qui traverse le ciel. Une deuxième note au piano. À ce moment-là, à la place du corbeau, apparaît un arbre qui perce les cieux au milieu d'un champ plutôt verdoyant, et ce qui semble être un arbre de vie rougeoyant avec des fruits, qui peut nous rappeler l'arbre de vie biblique. Comme le troisième coup au théâtre, vous avez une dernière note qui résonne non plus au piano, mais au synthétiseur, et là vous voyez les deux mains, les deux êtres humains, on ne sait pas si ce sont des hommes, des femmes, on ne sait pas si ce sont des personnages de la série, en train de se serrer, visiblement de se dire adieu, puisque les mains se lâchent, d'abord en accéléré, puis au ralenti, et on devine qu'il est en train de s'écrire un adieu à la vie. Commence alors le thème musical du générique. Dans l'obscurité totale, les deux mains qui étaient en train de se lâcher sont devenues soudain les deux mains d'un thanatopracteur, d'un homme dont la mort est le métier. Pour prendre le titre du livre de Robert Merle, La mort est mon métier. Ce thanatopracteur est en train de frotter ses mains l'une contre l'autre. On comprend donc qu'il est en train de se préparer à la tâche. On comprend aussi que Six Feet Under va se livrer à une sorte de description extrêmement méthodique et matérialiste de ceux dont la mort est la profession. La mort en tant qu'objet matériel, qu'est-ce qu'on fait socialement de la mort? Le thanatopracteur est en train de se préparer, il se frotte les mains, et d'un seul coup on voit sur un sol carrelé, un sol d'hôpital, visiblement rouler la roue d'un chariot. C'est le début du cycle incessant du travail, des travaux humains. On voit un mort, un homme allongé sur le chariot, une imagerie médicale plutôt froide. Soudain, cette image s'évanouit, un instant, en tout cas, dans le ciel. Le ciel n'est déjà plus bleu, il est nuageux, il est blanchi par des nuages, des cumulus tourmentés. Retour à la roue tourne toujours. On a alors les premières mesures d'une mélodie discrète, très entêtante, qui est jouée à la clarinette. Le générique semble, pour ceux qui l'ont vu, se dérouler comme à bout de souffle. On dirait que le générique est en train de courir après quelqu'un, après quelque chose qu'il est en train de perdre. Et à la suite du chariot, qu'on suit dans tous les couloirs verdâtres d'un hôpital, on voit le cadavre sur le brancard s'éloigner de la silhouette floutée, très vague d'un homme. Et puis on a soudain le sentiment de voir inverser, vous savez, la perspective en raccourci du célèbre tableau de Mantegna, La Lamentation sur le Christ mort. Le spectateur aperçoit en effet les pieds du défunt allongé, comme s'il pouvait prendre le point de vue du mort sur son propre corps, sur son cadavre. Et il voit en perspective raccourcie les jambes et les pieds du cadavre. On entre alors avec le cadavre dans ce qui semble être un couloir de lumière blanche, qui est sans doute un rappel de l'imagerie parapsychologique très populaire, vous savez, des Near Death Experience, des NDE, avec les gens qui rapportent sans cesse avoir traversé des couloirs de lumière au moment de mourir. On est alors reconduit à la froideur de la réalité scientifique. Des tubes à essai, des verres gradués, une solution en formol, un liquide qui monte, un autre liquide qui descend, des vases communicants. Maintenant commence le travail qui nous intéresse, celui du thanatopracteur. On aperçoit alors la tête, mais impossible à identifier, d'une femme, visiblement, tournée contre un mur carrelé d'un verre très glauque. Cette femme a la peau cireuse, on aperçoit son œil vitré, puis la compresse en coton de l'embaumeur. Elle a les mains sur le ventre désormais, et la défunte a été habillée de dentelle. Un bouquet de fleurs fane alors à vitesse accélérée à l'écran, vanité des vanités, et quelqu'un ouvre grand un corbillard. Une main anonyme empoigne le cercueil. Le parcours du mort, que visiblement on a suivi, touche à sa fin, c'est l'enterrement. Arrive une stèle grise, massive, luisante, dans la verdure d'un cimetière. Quelques souvenirs, de vieilles photographies encadrées, déjà jaunies, sur un meuble de bois sombre. Tout ce qui reste du mort. Le corbeau, qui était apparu au tout début du générique, revient. Il se pose près d'une tombe sur laquelle on lit alors le nom d'Alan Ball, le créateur de la série.
On remarquera d'ailleurs que le nom d'Alan Ball, le créateur de cette série, est le seul à apparaître inscrit dans la stèle elle-même, c'est-à-dire au sein de l'image. Les autres noms apparaissent en surimpression, avec de manière classique dans un générique de série télévisée. À la mandoline, on entend quelques cordes qui sont grattées rapidement, puis le corbeau s'envole. À ce moment-là, sous l'arbre de vie qu'on avait aperçu au début, se dessine un rectangle, une sorte de boîte, et 3 mots, 6 feet under, 6 pieds sous terre. Une blancheur envahit alors l'écran, et sur ce néant immaculé, l'arbre rougit, puis il noircit, on comprend que c'est l'automne, puis l'hiver, l'arbre perd ses feuilles, puis l'arbre se confond dans le blanc. Cette espèce de fondu au blanc qui fait qu'il n'y a plus rien à l'écran, et qu'alors seulement, maintenant que tout est fini, l'épisode peut commencer. Voilà le générique de Six Feet Under. On va essayer de comprendre ce que ce générique, un des plus beaux, un des plus soignés de l'histoire de la télévision américaine, ce qu'il porte comme sens. Je crois qu'on pourrait le résumer ainsi très simplement. Il s'agit au fond, et ça a été exprimé par les créateurs de la série, d'un adieu conscient aux images et aux symboles antiques, médiévaux, classiques, de la mort en Occident, tel qu'a pu les décrire par exemple l'historien Philippe Ariès. Il y a dès le générique l'expression d'une volonté de la part de cette série de réduire la mort à ses manifestations dans la vie. La maladie, le dernier adieu, le cadavre, la thanatopraxie, l'embaumement, l'enterrement, les souvenirs, le deuil. Tous les symboles de la mort sont ici fugitifs, discrets et sans cesse estompés dans un fondu au blanc. Le corbeau, le ciel, le flétrissement des fleurs, le couloir de lumière, c'est-à-dire au fond, si on y pense, une image profondément païenne, l'oiseau noir, une image religieuse, le ciel, une image, disons, vitaliste, poétique, les fleurs en train de faner, une image parapsychologique, le couloir de lumière. Le générique nous dit que toute cette grande symbolique occidentale, hétéroclite, de briques et de broc, toute cette symbolique de la mort va laisser place désormais dans la série à une mort non représentable. Une mort qui n'existe plus que dans ses manifestations matérielles et sociales, dans la vie, le travail, le quotidien, le réel. Voilà la mort, nous dit le générique, pas d'enfer, pas de paradis, pas d'au-delà, simplement la mort dans ses manifestations concrètes au sein même de la vie matérielle. Six Feet Under va donc être une œuvre, on va le voir, dont le souci principal est de sans cesse montrer la mort au travail dans la vie et par la vie. C'est une des rares œuvres, au fond, qui va essayer de relever le défi d'être absolument immanente à la vie dans ses représentations de la mort. C'est une œuvre qui va tenter de prendre le point de vue de la vie sur la mort. Son seul objet, au fond, c'est la mort. Il s'agit en effet d'une famille de croque-morts qui travaille dans un magasin de pompes funèbres, la famille Fisher, dont le père meurt au tout début, Nathaniel Fisher Sr. Ses 2 fils, Nate Jr. et David, reprennent l'entreprise familiale dans la maison qui est occupée par la mère, avec leur jeune sœur, qui est encore là, et un employé qui s'appelle Rico. Toute la vie de ces personnages tourne autour de la mort. Simplement, cette mort, elle ne sera jamais exposée de manière symbolique, comme dans d'autres films auxquels on peut penser, par exemple. Si on pense à un très beau film comme le film de Powell et Pressburger, A Matter of Life and Death, où on a une image qui est restée célèbre, qui est l'image du grand escalier, en fait, où un aviateur qui meurt pendant la guerre commence à monter les marches de ce grand escalier vers l'au-delà. On n'aura jamais de grand escalier. On n'aura pas non plus ces espèces d'anges sans ailes qu'on a dans It's a Wonderful Life de Capra. On n'aura pas non plus d'expérience sensorielle comme dans un film plus récent sur la mort et l'au-delà, qui est Enter the Void, de Gaspar Noé. Donc pas de paradis, pas d'enfer dantesque, pas de représentation de l'au-delà. Absolument pas de représentation de l'au-delà, ce qui est extrêmement rare dans une œuvre d'art qui traite de la mort. Six Feet Under est, au fond, peut-on penser, la première œuvre d'une telle ampleur qui ne va prendre sur la mort que le point de vue de la vie. Il n'y a que la vie, et il y a des êtres vivants qui vivent avec la mort, qui travaillent avec elle, qui en parlent parce que c'est leur profession. Au fond, peut-être que l'œuvre d'art la plus proche de ce projet de Six Feet Under pourrait être le court récit de Tolstoï, que vous connaissez peut-être, qui est La mort d'Ivan Ilitch. Dans La mort d'Ivan Ilitch, déjà, la mort était montrée depuis le point de vue de la vie, individuelle, sociale. Seulement, dans La mort d'Ivan Ilitch, c'était la mort d'une seule personne. C'était l'agonie d'une personne qui était racontée. Ici, c'est la vie tout entière, la société tout entière, et la vie de dizaines de personnes qui vont être racontées, au fond, en étant rapportées à une mort qu'on ne pourra jamais voir. Six Feet Under est donc un incroyable projet de ressaisie de la vie humaine contemporaine, des âges, des classes sociales, des genres, des croyances, à partir de l'immanence de la vie. Il n'y a, nous dit le générique, que ce qu'il y a.
mais en montrant cette immanence sans cesse troublée, travaillée, hantée par la transcendance. Parce qu'au fond, les personnages ne pensent qu'à ça. Ils attendent, demandent, se questionnent, essaient de changer de vie, cherchent un sens. Ils tâtonnent dans l'obscurité, tous, parce qu'il y a autre chose, le négatif, la mort, mais qui ne sera jamais montré. Donc pas de symbolisme, pas d'allégorie, même pas d'idée ou de concept de la mort, seulement cette ressaisie totale de la vie depuis la vie, mais sans cesse pénétrée par son envers et incapable de le représenter. Donc une sorte de portrait du monde contemporain hanté par la mort, mais incapable de le représenter désormais, incapable de le figurer. Et la question, comment, pour nous, vivre avec une mort qui ne ressemble à rien ? C'est ça, je crois, la question de cette série. Évidemment, vous me direz, et c'est là où on va aller vers le sujet de ce soir, il semble bien, pour ceux qui ont vu la série, qui sont nombreux ce soir, qu'il y ait une représentation récurrente de la mort dans la série, et cette représentation très concrète, ce sont les fantômes, puisqu'une des particularités de cette série, c'est qu'un certain nombre de personnages voient des morts, au sens, vous savez, où d'ailleurs, en même temps que la première saison de Six Feet Under, il y avait ce film de Shyamalan qui s'appelait Sixième Sens, et ce petit garçon qui répétait sans cesse « Je vois des morts ». Le personnage de Six Feet Under voit des morts, effectivement, sous la forme de fantômes. Plus particulièrement un fantôme central dans la série, qui est le fantôme du père, puisque toute la série est fondée, au fond, sur la mort du père. À partir du moment où le père meurt, comment est-ce que cet ensemble de personnages qui sont censés former une famille qui ne marche pas très bien, comment vont-ils vivre avec le fantôme du père ? Fantôme qui, il faut le remarquer, on le verra, c'est très important, est distribué parmi tous les personnages. Au fond, chacun des personnages, Claire, Ruth, David, Nate, à un moment ou un autre, même Rico, vont voir le fantôme du père. Seulement, ils ne le verront jamais ensemble. Il n'y a pas de fantôme collectif, en fait. Ce fantôme, au fond, marque bien que le père, en mourant, ouvre la série, et désormais va hanter cette série jusqu'à la fin, qui se ferme avec une autre mort, dont on parlera peut-être, qui, au fond, répond symétriquement à la mort qui ouvre la série. Ce qu'on va se demander dans un premier temps, ce soir, une question très simple. Qui sont les fantômes dans la série ? Que sont-ils ? Puisque la série nous promet qu'elle ne va jamais nous représenter concrètement un au-delà, comment peut-elle nous montrer des fantômes ? Comment, dans un monde, au fond, matériel, dans un monde de l'immanence de la vie, quel rôle, quelle fonction peuvent bien entretenir ces fantômes, et surtout quel est leur degré de réalité ? Que signifie leur existence même dans ce monde où la mort n'a pas de visage ? Est-ce qu'ils sont simplement des résidus archaïques de croyances anciennes, de représentations de la mort dans la vie dans d'autres époques ? Est-ce qu'ils sont réellement une sorte de brisure du pacte de Six Feet Under, c'est-à-dire de ce pacte qui est scellé par le générique d'immanence de la vie ? Quel est le statut de la croyance aux fantômes dans Six Feet Under ? J'aimerais simplement, en 10 minutes, aborder cette question en revenant sur un épisode, qui est à mon avis un des épisodes centraux de cette série, qui s'appelle Le Plan. Pour ceux qui se souviennent bien de la série, il s'agit d'un épisode de la saison 2, un épisode qui est souvent commenté par les amateurs de cette série, parce qu'il s'agit notamment d'une satire extrêmement intelligente et très drôle du coaching psychologique contemporain. Dans cet épisode, la veuve donc, du personnage de Nathaniel Fisher Jr., qui est Ruth, qui rencontre un certain nombre de problèmes dans son travail de deuil, finit par accepter d'aller dans un groupe de discussion, et elle est convaincue par un personnage qui s'appelle Robbie, qui aimerait être son amant, ou n'a pas vraiment envie, mais Robbie arrive à la convaincre d'aller voir une organisation qui propose de reconstruire sur des bases saines sa vie. Et on a là, pendant une 50aine de minutes, le portrait très intelligent, mordant et très drôle du coaching à l'américaine, où on voit effectivement comment, de manière payante, mobilisant des savoirs psychologiques, sociologiques, philosophiques, comment quelqu'un vient sur une scène essayer d'apprendre aux gens comment ils doivent vivre. C'est-à-dire une version, au fond, caricaturale et autoritaire de ce que nous pourrions être en train de faire. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la philosophie, cette philosophie est soudain dévoyée en coaching, et je pourrais, comme dans l'épisode de Six Feet Under, essayer avec mon oreillette de vous apprendre quoi penser et comment refonder votre vie. C'est le but du personnage du plan, qui n'a pas de nom, qui est une femme qui essaye de développer une théorie pour convaincre Ruth donc de refonder sa vie. Cet épisode est très intéressant parce que, en apparence seulement, il a affaire avec de la psychologie comportementale ou du coaching, mais en profondeur, il est l'épisode qui va nous donner la clé sur le statut des fantômes dans cette série, et donc sur le statut concret de la représentation des morts dans une série qui ne veut montrer que la vie, en fait.
Cet épisode commence par une mort, puisque, vous devez le savoir pour ceux qui n'ont jamais vu la série, vous devez l'apprendre, formellement, la série présente cette originalité, que chacun de ces épisodes commence par une mort. Quelqu'un meurt, généralement, donc pré-générique, vous voyez une mort. Très fréquemment, dans la première et dans la deuxième saison, il s'agit d'une mort ironique. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'un personnage va mourir parce que, par exemple, il a laissé le gaz ouvert. Donc vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas, en train de s'activer dans une cuisine, laisser le gaz, aller chercher les enfants, revenir, ne pas avoir vu que le gaz a été laissé. Et en fait, la mort n'arrivant jamais, ne frappant jamais là où on l'attend, pour reprendre les termes de Montaigne, le personnage va par exemple être frappé d'une crise cardiaque alors qu'on croyait qu'il allait mourir gazé, ou bien c'est pas du tout ce personnage qui va mourir, mais quelqu'un d'autre qu'on va voir dans le jardin au loin tomber, frappé par une branche ou par quelque chose de très absurde. Un épisode par exemple où le personnage meurt parce qu'il reçoit sur la tête un bloc d'urine congelé qui tombe d'un avion. Ce qui rappelle d'ailleurs aussi un épisode fameux des essais de Montaigne. Montaigne parle d'un personnage antique qui aurait été tué par une tortue lâchée par un aigle soudainement. Et donc au fond, le bloc d'urine congelé est une sorte de version moderne renouvelée de la tortue lâchée par l'aigle et de la mort venue de manière absurde, risible du ciel alors qu'on ne l'attendait pas. Ou de la tuile qui vous tombe sur la tête, évidemment. Bien, la série commence donc toujours par un mort. Dans cet épisode, le mort, c'est le mari d'une femme qui s'appelle Eileen et qui se trouve être une sorte de parapsychologue, en fait, de spirit, qui communique avec les esprits. Donc, je vais essayer de vous rapporter cette scène, je ne peux pas vous la montrer, donc essayer de vous la jouer plus ou moins bien. Donc, si je la rate, ne pensez pas que la série est ratée, simplement que je ne sais pas bien la restituer. Cette femme, assez étonnamment, devant son mari qui agonise à l'hôpital, sur son lit d'hôpital, cette femme sourit et lui tient un discours extrêmement positif. Il y a quelque chose de très choquant entre le fait de voir le personnage du mari mourir, agoniser visiblement, et cette femme souriante qui lui dit, qui s'adresse à l'infirmière et qui lui dit « ça ne sert à rien de lui mentir ». Le mari d'ailleurs proteste, un peu très mal en point, il dit « je vais m'en sortir ». Et la femme lui dit « mais non, tu ne vas pas t'en sortir, tu ne peux plus t'en sortir maintenant, et puis tu n'es pas obligé de t'en sortir, tu sais ». L'infirmière semble choquée, et Eileen se met à tenir à son époux un discours de vérité extrêmement abrupt et assez choquant. Mais c'est pour mieux substituer très vite à la dure réalité sa propre croyance, puisqu'elle lui explique « tu ne vas pas mourir, c'est juste ton corps, ce n'est pas toi, tu vas revenir parmi nous ». Et le mari, qui visiblement envie d'être laissé tranquille dans ce moment d'agonie, lui dit « ce sont des conneries, Eileen, j'y ai jamais cru, arrête de me faire chier ». Eileen, qui croit alors irrationnellement voir ce qu'elle ne peut pas voir et que personne d'autre ne voit, puisque l'infirmière ne le voit pas et nous, spectateurs, nous ne le voyons pas, Eileen s'émerveille alors, béate, d'apercevoir au-dessus de la tête de son époux, qui est en train de rendre l'âme très péniblement, une lumière, dit-elle. Vous ne voyez pas la lumière ? Elle s'adresse à la fois à l'infirmière et au spectateur. Le point de vue adopté par la série, son point de vue matérialiste et immanent, est alors extrêmement clair, puisqu'il est évident que le spectateur ne voit aucune lumière, et donc que Eileen est moquée, et que sa croyance apparaît comme ridicule au spectateur. Au moment où l'âme est censée apparaître au-dessus de la tête du mari, le spectateur ne voit rien, parce qu'en réalité, effectivement, il n'y a rien à voir. Le mari appelle alors pathétiquement son chien, plutôt que sa femme, au moment de mourir, et on entend quelques aboiements, tandis que l'écran est envahi par un fondu au blanc. Ce qui signale toujours, dans Six Feet Under, la fin d'une vie. Le blanc signale la fin d'une vie. Le discours de la voyante sur une vie après la mort est donc visiblement ridiculisé par l'image de la série et par le son, l'aboiement du chien, en renvoyant à l'aveuglement complet d'une femme qui n'arrive pas à accepter la réalité de ce que nous voyons et de ce que nous entendons. En réalité, nous dit la série, il n'y a pas d'âme visible, il n'y a pas d'âme sensible, il n'y a rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a que ce qu'il y a. Il y a le passage de vie à trépas et quand c'est fini, c'est fini. Voilà ce que nous montre la série, qui nous assure donc qu'elle n'est pas irrationnelle, qu'elle est rationnelle, matérialiste et qu'elle prend un point de vue immanent, ne montrant de la vie que ce qui en est visible pour un vivant. Le ridicule de la croyance du personnage d'Eileen est d'autant plus souligné lorsque, un peu plus loin dans l'épisode, elle se rend chez les Fisher, personnage principal de la série, et qu'elle cherche, tout simplement, un cercueil pour son mari, parmi l'offre très vaste proposée par Fisher & Son. Devant un certain nombre de modèles, le modèle Parlement, le modèle Cleveland, qui est un peu moins onéreux, Eileen, donc la spirit, se met à discuter dans le vide. Ni Nate ni David, qui sont comme le spectateur, qui ne voient rien, n'aperçoivent la personne à qui elle s'adresse, dont on comprend petit à petit qu'il s'agit du fantôme de son mari qui, assure Eileen, l'accompagne.
La voyante apparaît donc clairement pour le spectateur comme la victime d'une folie douce, qui est l'aboutissement évidemment de son immense chagrin, dont elle refuse d'affronter la réalité. Elle ne peut pas supporter la pure et simple disparition, l'annihilation de l'être aimé, donc elle continue de lui parler alors qu'en fait il n'y a rien. S'ensuit une scène de ménage un peu pathétique, à laquelle tourne la scène, au cours de laquelle la Spirit et Eileen se disputent avec une pure absence, avec un néant. Ce qui permet de s'assurer que les scénaristes ne croient aucunement à l'existence objective des fantômes. C'est très important. Ce n'est pas une série qui nous dit qu'il existe des fantômes. Les scénaristes n'y croient pas. Puis, la discussion qui s'ensuit commence à indiquer la voie philosophique dans laquelle va s'engager la série. C'est une discussion entre Nate, extrêmement hésitant, qui se met à avouer, suite à la scène avec la Spirit, qu'il sent parfois, dit-il, la présence de leur père, quelque chose comme son fantôme. Et David, alors extrêmement cassant, répond à son frère qu'il ne l'a jamais senti, qu'il est mort, qu'il n'y a rien. Évidemment, on commence à comprendre que ce qui va importer à Six Feet Under, on le comprend en fait dans une scène suivante, où on voit que David nie avoir jamais perçu quelque chose comme une présence de son père post-mortem, et alors que Nate s'en va, dans un coin très discret de la pièce, on aperçoit le fantôme du père. Pour la première fois, d'ailleurs, on voit un fantôme parce qu'on prend le point de vue de David. Et alors là, on comprend que la série va être beaucoup plus complexe. Ce qui intéresse Six Feet Under, c'est la manière dont les individus font avec des croyances qui, n'ayant aucune valeur scientifique, aucune valeur rationnelle et ressemblant à de la folie, n'en ont pas moins un effet sur leur vie. La séquence suivante, qui confronte une seconde fois le personnage de Nate à la voyante, va l'expliciter parfaitement. Vous allez le voir et vous allez comprendre petit à petit ce que c'est que le concept de fantôme dans cette série. Hélène débarque seule, comme d'habitude, en étant persuadée d'être accompagnée par son défunt mari. Nate vient de discuter avec le fantôme de son père qu'on a vu. Donc déjà, premier point, on ne voit pas le fantôme qui apparaît à Eileen, tout simplement parce que nous indique la série, nous n'avons pas de lien d'empathie avec ce personnage, qui est un personnage très éphémère de la série. Nate, en revanche, qui est une des subjectivités fondamentales de la série, sur laquelle repose cette œuvre, nous partageons quelque chose de ce qu'il voit, et puisqu'il voit son père mort, nous voyons le fantôme avec lui. Nate décide de discuter avec Eileen, et il décide de discuter sur la possibilité de la vie ou du néant après la mort. Il demande à Eileen si elle sent la présence de son père, de Nathaniel Senior, dans ces lieux. Et là, ça commence à être intéressant, parce que nous, spectateurs, nous voyons le fantôme, nous voyons le père en arrière-plan. Pourquoi ? Parce que nous partageons la subjectivité de Nate, qui est le personnage principal. Mais la voyante, elle, qui est censée avoir un accès direct au monde des morts, cette voyante répond avec sincérité qu'elle ne sent, qu'elle ne voit rien. La voyante, qui est celle qui croit à l'au-delà au fantôme, et celle qui ne voit pas le fantôme que nous, qui par le regard de la série ne croyons pas en fantôme, voyons pourtant. Ça commence donc à devenir plus compliqué. On comprend alors que l'impuissance objective du parapsychisme est réaffirmée par Six Feet Under. Cela veut dire que les fantômes n'existent pas entre les individus, qu'ils n'existent pas non plus dans la réalité objective, et que les voyants sont donc bien des agents de l'irrationalité, puisqu'ils prétendent communiquer et faire communiquer les autres avec tous les morts. Voilà pour l'irrationnel. D'ailleurs, Eileen, qui prétend sentir la présence proche d'un enfant en rencontrant Nate et David, alors qu'aucun des deux personnages n'envisage d'en avoir, est clairement tourné en dérision par l'irruption du personnage de Rico, qui a un petit bébé dans les bras. L'enfant possible dont il était question se trouvait en fait dans la pièce à côté. Il n'y a donc bien que ce qu'il y a, nous dit Six Feet Under. L'enfant présent de Rico, et non pas un fantôme d'enfant ou un enfant à venir. Pourtant, Eileen n'a pas tout à fait tort, puisqu'effectivement, David aura 2 enfants qu'il va adopter, et Nate aussi. Elle n'a pas tout à fait tort, mais elle n'a pas objectivement raison. Et c'est ça qui intéresse Six Feet Under. Eileen, qui voit son mari mort, et Nate, qui voit son père, font donc un usage purement subjectif de la croyance irrationnelle au fantôme. C'est pourquoi David, à la fin de l'épisode, peut voir son père, les mains dans les poches, contrairement à ce qu'il a affirmé à Nate. David a raison de dire à Nate qu'il ne voit pas son père, parce qu'il ne peut pas partager le fantôme de son père avec son frère. Mais il a aussi raison de voir son père alors que son père n'est pas là. Et c'est exactement ça que la série essaye de nous montrer, et, ce faisant, essaye de conceptualiser ce qu'un fantôme pourrait bien être. David a eu raison de ne pas dire à son frère ce qu'il voyait, puisque ça n'existe que pour lui. « Tu crois que je suis au paradis ou en enfer ?» demande alors le père, le fantôme du père, extrêmement détendu. Il rappelle alors, ironiquement à David, en citant un passage de la Bible, que sa sexualité, David est homosexuel, et dans la saison 2 a encore du mal à l'accepter, et il rappelle à son fils que sa sexualité devrait le conduire directement en enfer. David répond au père qu'il ne croit plus à ça depuis longtemps, alors que David est croyant. Vous voyez, c'est toujours très complexe. David va à l'église, David s'engage dans la vie de l'église. Le père s'allume alors une cigarette, enfin David dit à son père mort qu'il ne pense pas
que lui, le père, soit en enfer. Ce qui est une manière infiniment délicate, à la manière dont toute cette série est très délicate, de lui dire qu'il l'aime malgré tout, lui disant simplement « tu me manques, papa ». Le spectateur comprend alors très clairement dans cet épisode que le fantôme n'est pas objectif, qu'il n'est pas cet ectoplasme réel dont parlent les charlatans, mais que le fantôme n'est pas pour autant purement subjectif, qu'il n'est pas purement une projection de l'esprit. Le fantôme incarne en fait la manière dont un sujet vivant ne peut pas, par la pensée, par le souvenir, faire n'importe quoi des morts dont subjectivement, en chacun, l'esprit de l'individu respecte une absence en essayant de se la représenter fidèlement à ce qu'elle était pour cet individu. Le fantôme est la marque du fait que la représentation subjective d'un mort ne peut pas faire n'importe quoi avec ce de quoi elle est le souvenir. Elle respecte quelque chose de ce que la personne a été. Et David, par exemple, pour cela, entretient sans cesse des conversations contradictoires avec son père, puisque au lieu de faire dire à son père ce qui lui ferait plaisir, il fait dire au fantôme de son père ce qui ne lui fait pas plaisir et que son père lui aurait effectivement dit. Le père que voit David, ce fantôme, n'est donc pas une pure chimère de son cerveau, nous dit 6 Feet Under, c'est pour ainsi dire une absence, sculptée fidèlement par le souvenir de David, qui n'invente pas ce fantôme à partir de rien, mais qui se montre fidèle à ce qu'il était pour lui. Le père n'est pas en enfer, comme dit David, il n'est pas objectivement réel non plus. Il est subjectivement réel, pour et par David, mais il est absolument incommunicable. Et le fantôme du père pour David et le fantôme du père pour Nate ne pourront jamais se rencontrer ni se confondre. C'est une des très belles choses que nous dit la série, qui est que les fantômes sont condamnés à une forme de solitude, puisque les fantômes ne peuvent exister que pour celui qui s'en fait une représentation. De telle sorte que mourir, au fond, et devenir un fantôme dans 6 Feet Under, c'est se démultiplier, c'est ne plus pouvoir être un seul, c'est être indifférent pour chacun de ceux qui se souviennent de ce qu'on a été. Mourir, c'est donc devenir autant de versions de soi-même qu'il y a de souvenirs de soi parmi les individus qui nous ont connus. Deuxième tour de vis, et on terminera comme ça sur les fantômes pour lancer la conversation, j'aimerais vous montrer qu'il y a un sous-texte dans cet épisode qui permet d'aller encore plus loin dans la conception très profonde que se fait 6 Feet Under des fantômes et donc du mode de présence des morts dans la vie. Donc au premier niveau, très simple, comme je vous l'ai dit, la série annonce qu'elle ne va pas figurer la mort, parce qu'elle est une représentation partagée de la vie, et la série nous montre qu'elle ne veut pas nous montrer une illusion. On n'est pas dans X-Files, on n'est pas dans Dead Like Me, dans Buffy, on ne va pas voir les morts. Deuxième niveau, donc, qui est montré par la série. Les fantômes existent bien, mais ils sont enfermés dans la conscience individuelle de chaque personnage. Ils sont absolument non partagés. Donc en nous montrant des personnages et en même temps en nous montrant qu'ils ne sont pas partagés par les personnages, qu'ils n'existent plus dans l'espace du dehors, la série nous dit que la seule représentation possible des morts est intime, subjective, et nous renvoie non plus à notre place dans une communauté de spectateurs, mais à notre solitude de spectateurs, à nos deuils intimes. La série nous dit « vois comme Nate, comme David, vois le mort, vois le disparu que les autres ne voient pas, ne peuvent pas voir, et auquel tu penses, tes parents, tes grands-parents, tes amis. » La série est donc d'abord là pour susciter en nous des fantômes et pour nous dire qu'il nous faut voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Mais il y a un troisième niveau, plus profond à mon sens. La série, tout en ridiculisant assez fréquemment le paranormal et en ne versant surtout pas dans la représentation paranormale, la série, 6 Feet Under, semble donner un rôle très important à l'illusion, voire à la fausseté ou à l'irrationnel. Et c'est ce rôle qui va permettre au personnage de David, par exemple, malgré lui, d'accepter sa représentation du fantôme de son père qu'il sait être fausse. Toute la série est là pour illustrer un problème de philosophie classique qui est comment croire à quelque chose qu'on sait être faux. Eh bien, le fantôme va être précisément le nom de ce type de croyance à quelque chose qu'on sait être faux. Comment tenir cette contradiction ? La série ne veut pas nous raconter d'histoire. La série est matérialiste, elle ne veut pas nous montrer d'illusion sur la mort. En même temps, la série veut nous montrer qu'il existe une fonction bénéfique de l'illusion qui porte ce nom de fantôme. Et c'est toute la tension générée autour de l'idée même de fantôme qui n'existe pas, mais qui sert à quelque chose. Le fantôme, on va le voir très rapidement, est, à mon sens, dans 6 Feet Under, ce mensonge qui produit des effets de vérité dans la vie des gens. Comme souvent dans 6 Feet Under, et c'est ce que la série a de si puissant narrativement, la clé à cette question du fantôme, dans cet épisode, va se trouver dans les autres arcs de l'épisode qui, en apparence, semblent n'avoir aucun rapport avec l'histoire de la voyante, des fantômes, etc. D'abord, une des arches de cet épisode concerne le personnage de Brenda. Brenda, magnifique personnage de cette série,
qui est engagée dans une relation amoureuse extrêmement compliquée, dont je vous passe les détails, ceux qui ont vu la série comprendront pourquoi, sinon on en a pour 1 heure, avec Nate. Brenda, il suffit que vous sachiez cela, à ce moment de la série, décide d'aller à l'université. Brenda a été une enfant prodige dans sa jeunesse, elle a été utilisée par ses parents qui ont écrit des livres de psychologie sur elle, et Brenda est un personnage qui va chercher à s'émanciper tout au long de la série, tout en continuant d'espérer dans le savoir, dans la science que ses parents ont dévoyé. Elle continue d'espérer dans la science puisqu'elle s'engage à l'université. Pourquoi ? Pour accéder à une forme de vérité scientifique. Ensuite, deuxième marche, il y a l'expérience de Roos avec le séminaire de développement du plan dont je vous ai déjà parlé. Donc, nous avons déjà eu affaire dans cet épisode à la parapsychologie de la voyance, c'est-à-dire un faux savoir qui est bien présenté par la série comme une fausse science. Attention, la série n'est pas relativiste. Elle ne va pas nous dire que la parapsychologie, c'est en quelque manière un mode de connaissance du monde. Non, la parapsychologie, c'est faux. C'est un faux savoir. Nous le savons. Maintenant, nous allons avoir, par l'arche qui concerne Brenda, une image du vrai savoir à l'université. Et enfin, nous aurons une sorte de synthèse de la fausseté et de la vérité avec l'expérience de Roos. D'abord, Brenda. On va y aller rapidement. Brenda, donc, dans cet épisode, fait une expérience extrêmement courte de l'université puisqu'elle n'assiste qu'à un cours. Et elle quitte immédiatement, presque immédiatement l'université parce qu'elle conteste, pendant la leçon qui lui est faite, le cours extrêmement péremptoire de sa professeure, qui est censée être l'auteur du livre Des gènes en bouteille, et qui pratique une sorte de psychologie évolutionnaire, matinée de néo-naturalisme, à propos de la théorie de l'évolution. Ce qui va nous intéresser, c'est cet échec qui va nous montrer dans la série comment Brenda s'est révélée incapable de se saisir personnellement d'une connaissance rationnelle, d'une vérité, parce qu'elle a compris que la vérité n'admettait pas la contradiction, sous la forme du professeur. Brenda est au fond confrontée à l'université à un savoir objectif, scientifique, réel, qui ne lui sert à rien. Alors que le savoir parapsychologique de la voyance était objectivement faux, mais allait avoir des effets de vérité, on va le voir, le savoir objectivement vrai se révèle avoir des effets de fausseté, ou en tout cas des effets d'inutilité, en tout cas des effets, disons, des conséquences néfastes sur la vie de celui qui reçoit ce savoir, en l'occurrence Brenda. Dans l'existence quotidienne de Brenda, on voit en effet clairement dans cet épisode que l'espèce d'imperméabilité du savoir vrai va avoir une conséquence morale. En effet, comme elle est partie plus tôt du cours, elle arrive en avance à cause de l'impénétrabilité du savoir, puisque le savoir n'a pas admis contradiction, donc Brenda n'a pas supporté cette imperméabilité du savoir rationnel, elle claque la porte, elle part du cours, elle arrive en avance à son rendez-vous avec son amoureux, Nate. Elle l'attend en bar, et comme elle est seule et que Nate n'est pas encore arrivé, elle se laisse aborder par un homme, un certain Scott Axelrod, qui la drague ouvertement. Plutôt alors que de dire la vérité, c'est là où vous allez voir que cette série est très fine, plutôt que de dire la vérité qui est qu'elle attend son compagnon, Brenda, sans doute, on le sent, c'est très fin dans les dialogues, parce qu'elle a été déçue par le savoir, parce qu'elle a été déçue par la vérité, parce qu'elle en attendait trop pour sa propre vie, Brenda décide de mentir. Comme la vérité, au fond, a lâché Brenda, l'a trahi, Brenda va lâcher la vérité. Elle ment donc, elle s'invente un nom improbable d'actrice pornographique, Candace, elle s'invente un métier, l'apprentissage de la langue des signes, et une fois que Nate arrive, elle lui ment. Nate lui demande « Qui est ce type à qui tu as fait signe ?»« Oh, quelqu'un qui était dans ma classe. » Elle aura finalement une aventure avec ce personnage, et elle trompera Nate. Brenda avoue immédiatement après à Nate sa déception à l'égard du savoir, de manière très crue. Elle lui explique que la fac, c'est une masturbation collective, les gens défendent la seule idée qu'ils ont eue un jour, puis ils n'ont plus rien d'intéressant à dire. Elle explique donc qu'elle arrête les études qu'elle venait tout juste de reprendre. Intervient alors une discussion, souvent commentée, où Nate demande à Brenda, au fond, puisque tu es athée, puisque tu ne crois à rien, comment est-ce que tu fais pour vivre ? Et Brenda explique à Nate qu'effectivement, elle pense qu'il n'y a rien, qu'il y a de la matière et de l'énergie, que lorsque le corps meurt, rien ne reste, qu'il y a des atomes, que tout se dissipe. Et Brenda tient un très beau discours de matérialiste classique, qui pourrait être un discours de Démocrite, jusqu'à du matérialisme contemporain. Elle défend donc devant Nate qu'il n'y a pas de fantôme et qu'il n'y a pas de vie après la mort. Voilà la vérité, dit Brenda. Brenda joue donc volontiers le rôle de la rationaliste. Une croyance irrationnelle, pense-t-elle, ne peut pas avoir d'effet de vérité. Ce qui n'existe pas, n'existe pas. Point. Il n'y a rien de plus à dire sur la mort. Elle défend son matérialisme, matière, énergie, en considérant comme des illusions toute représentation d'autre chose que ce qu'il y a. Ainsi, Brenda est la porte-voix dans la série de l'objectivité. Elle l'est d'ailleurs depuis ses 6 ans comme enfant prodige. Et assurément, c'est très important, il faut que vous gardiez ça en tête, la série donne raison à Brenda dans ce qu'elle montre du monde. Elle ne nous montre jamais un miracle qui détromperait Brenda.
Quelqu'un ne survit jamais, comme le dit Brenda, qu'à travers le souvenir très éphémère et les actes matériels, les traces qu'il laisse. Il n'y a pas de fantôme. Brenda a raison, mais ce que montre Six Feet Under, et qui est très puissant, c'est qu'elle a tort d'avoir raison. Car avoir raison sur l'inexistence absolue des fantômes, comme elle le soutient, avoir raison sur l'inexistence absolue des morts une fois qu'ils sont morts, cela la rend non seulement triste, c'est ce que nous montre toute la deuxième saison, mais cela l'a conduit à mentir pour pouvoir supporter sa vie. Ainsi, ce que montre très crûment et en même temps avec beaucoup de délicatesse la série, c'est la manière dont la vérité objective a subjectivement des effets de tristesse et de mensonge. La série ne critique jamais le rationalisme de Brenda, elle ne dit pas qu'elle a tort, elle en montre simplement les effets intimes. De ce savoir sur la mort qui est vrai, qui est attesté par la série, qui ne montre jamais d'au-delà, qui ridiculise toutes les prétentions parapsychologiques, bien de ce savoir vrai, de cette vérité, Brenda ne sait pas quoi faire. La vérité ne l'aide pas, et la vérité, c'est important, c'est un des thèmes centraux de la série, la vérité produit en fin de compte des effets mensongers sur son existence. Ainsi, la vérité objective la rend intimement hypocrite. C'est à partir de ce moment-là, dans la saison 2, qu'elle commence à mentir à Nate et qu'elle entame ainsi sa lente dégringolade existentielle et morale qu'elle va poursuivre tout au long de la saison 2 et une partie de la saison 3. Ainsi, Brenda ne se fait aucune illusion sur la mort, mais cette vérité ne produit jamais sur sa vie que des effets mensongers. Pourquoi ? Ce que nous montre la série, c'est très finement que c'est au fond parce qu'elle croyait que tout le monde pensait et vivait comme elle. Elle le dit d'ailleurs à la fin de l'épisode. C'est l'illusion de la vérité que comprend petit à petit Brenda. En croyant la vérité, Brenda croit qu'une idée est immédiatement partagée par tous, ce qui est faux. Brenda n'a pas compris la grande leçon de la série, va mettre 5 saisons à la comprendre, qui est que la seule chose que les individus partagent, ce sont des affects, pas des vérités. Brenda, elle, va donc être celle que la vérité sur la mort rend triste, désespérée, celle que la vérité coupe des autres. Elle ne sait même pas, comme elle le dit très joliment, comment les autres font pour vivre. Elle ne croit pas aux fantômes, mais le fait de tenir à la vérité la rend intimement fausse, pas seulement mensongère, elle la rend fausse. L'être de Brenda, pendant 2 saisons, va être faux. Déjà, elle ment à Nate parce que la vérité la rend malheureuse. Tous ces thèmes vont être repris et développés à plus grande échelle, transposés dans une autre tonalité, toujours dans ce même épisode, vous voyez, toujours en 50 minutes. C'est extrêmement dense de la part des scénaristes, dans les séquences qui sont consacrées au séminaire du plan, sur lequel je vais finir. Le plan dont je vous ai parlé va, au fond, être une sorte de symphonie qui va organiser tous ces thèmes qui ont commencé de manière très fine à être introduits dans l'épisode. L'idée que la vérité peut produire des effets de fausseté, l'idée que la fausseté peut produire des idées de vérité, l'idée que le fantôme est au fond une sorte de trouée subjective absolument incommunicable d'un rapport aux morts, qui est un rapport réglé, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec les fantômes, qui vient trouer l'intersubjectivité. Il n'y a pas de fantôme intersubjectif, il y a seulement des fantômes subjectifs. Tous ces thèmes vont être liés dans toutes les séquences consacrées au plan, sur lesquelles je vais finir pour vous montrer quel est le sens, au fond, que la série attribue à l'idée même de fantôme, le sens philosophique profond qu'elle attribue à l'idée de fantôme. La première séance consacrée au plan confirme la volonté des scénaristes de toujours tourner en dérision et de mener la critique des discours de fausseté, des techniques au fond sophistiques, de maîtrise, d'expression, de développement de soi qui sont issues du New Age. Remontant à la théosophie, au début du siècle, toutes ces pratiques thérapeutiques de groupe, de renaissance, d'intégration structurale, d'analyse bioénergétique, de méthode périphérique de la sophrologie, c'est ce qui est dit dans l'épisode, tout cela constitue des discours qui sont présentés par Six Feet Under comme des discours de fausseté, des mensonges, ou en tout cas des discours de domination. C'est très important. C'est-à-dire, au fond, tous les discours qui sont des discours fantomatiques, des discours spectraux, tous les discours qui font appel à autre chose que ce qu'il y a, sont des discours de domination, dit la série. Et elle nous montre que ce sont des discours de domination en les confrontant à la réalité, en montrant l'irrationalité des croyances de la voyante, puis l'irrationalité du principe même de ce qui s'appelle le plan. La série les ridiculise en montrant à chaque fois à quel point, ça c'est très important, c'est un des points essentiels aussi de l'éthos même de la série, elle essaye de montrer à quel point c'est toujours par obéissance à des méthodes de suggestion que les individus sont conduits à croire se libérer, à quel point c'est en se conformant tous à des règles semblables qu'ils pensent apprendre à être différents. Ainsi apparaît une femme parfaitement mise, avec un très beau brushing, un sourire carnassier, le cou veineux, tendu, qui anime, j'essaie de vous le faire vivre comme je ne peux pas vous montrer les images, qui anime ce séminaire qui s'appelle Le Plan, dans un décor d'animation de colloque marketing assez ridicule et assez cheap.
Elle est filmée de manière très simple, comme une bonimenteuse de foire foraine, devant le troupeau des participants assis qui vont obéir à ses moindres injonctions. L'animatrice prend le micro, n'arrête pas de parler, et va filer sans cesse une métaphore architecturale absolument ridicule. La vie de chacun est une maison, il faut reconstruire les fondations, il faut ouvrir les portes et les fenêtres, etc. Et c'est ça la méthode de libération, c'est une architecture de soi. Dès lors, tout le discours de développement de soi va consister à produire à la chaîne des métaphores communes que l'animatrice va petit à petit imposer aux participants en utilisant une structure virale du langage, jusqu'à ce que les participants parviennent à les incorporer et à parler d'eux-mêmes, suivant ce langage pauvre, métaphorique, fourni, tout frais compris, par le plan. Ce que vend donc toute méthode de développement de soi, semble nous dire la série, c'est une manière standardisée de parler de sa propre singularité. Ruth, donc le personnage de la mère, se trouve très rapidement interpellée par l'animatrice du séminaire parce qu'elle ne réagit pas comme les autres, justement. Ruth parle un peu faiblement. L'oratrice la reprend vigoureusement. « Pourquoi vous n'avez pas levé la main comme les autres ?» Et l'oratrice de répondre immédiatement à sa propre question, sans laisser à Ruth évidemment le temps de répondre, technique rhétorique classique. « Parce que vous pensez que votre propre opinion n'a pas de valeur, vous pensez que votre vie ne vaut rien, vous ne croyez plus à rien. » En l'agressant, sans prendre la peine de l'écouter, l'animatrice commence donc par imposer à Ruth le diagnostic de sa propre question. Elle la dépossède de son avis sur elle-même. L'animatrice ainsi aliène Ruth en affirmant à sa place qu'elle est aliénée. C'est une bonne stratégie. Vous êtes une invitée dans votre propre maison, dans son discours métaphorique architectural. Robbie, qui a amené Ruth ici uniquement parce qu'il essaye en fait de la séduire, approuve. Tout le monde semble donc mieux placé que Ruth pour dire ce qu'elle ressent, ce qui est le sens de sa vie. En rentrant chez elle, un peu plus tard dans l'épisode, Ruth semble avoir retenu passivement la leçon. Devant sa fille, elle répète donc comme un robot « Désolé, je t'impose mon vieux schéma et ma vieille architecture ». Elle parle de son ancienne maison, à la manière de l'oratrice, et elle part faire ses devoirs maison de reconstruction. Ruth a donc intégré le langage du développement personnel à la manière d'une bonne élève qui apprend par cœur sa propre liberté. La deuxième séance du plan va pousser à vous cette situation paradoxale. L'oratrice laisse cette fois 20 minutes aux participants pour faire ce qu'il y a de plus important au monde pour vous. Ruth soupire tandis que les autres expriment leur enthousiasme. Robbie parle désormais un langage BTP. Tout est construction, ciment, fondation, il faut entreprendre des rénovations majeures dans sa vie, tout détruire, etc. On comprend que ce langage métaphorique n'est en fait que le voile de la séduction qu'entreprend Robbie, qui essaye désespérément de coucher avec Ruth, et qui en fait n'en a rien à faire du plan et de la reconstruction. La critique menée par Six Feet Under va donc consister à placer un langage standardisé, entièrement faux, un langage réifié, faux, dans la bouche d'individus dont les motivations, l'animatrice veut l'argent des participants, Robbie veut coucher avec Ruth, transparaissent à l'image, de telle sorte que tout apparaît évidemment comme un cirque hypocrite. Celui donc qui prétend vouloir l'autonomie de l'autre désire en fait prendre l'ascendant sur lui. Par politesse, Ruth accepte finalement d'appeler sa fille au téléphone et elle répète mot pour mot les phrases de l'animatrice. « Je ne vis plus vraiment chez moi, je ne suis plus dans ma maison ». Mais nous comprenons dès la scène suivante, et c'est là où ça commence à devenir intéressant, vous voyez, il y a toujours un tour de vis supplémentaire dans l'écriture de Six Feet. Dès la scène suivante, nous comprenons qu'elle a fait semblant d'appeler Claire. Elle a donc fait semblant de se conformer au discours standardisé qu'elle semble avoir incorporé. Elle a téléphoné en fait, c'est assez drôle, à un programme téléphonique enregistré qui donne automatiquement les horaires de cinéma. Elle révèle ainsi que les discours contemporains d'émancipation de soi consistent à robotiser l'individu en lui faisant répéter automatiquement qu'il est autonome. Faire répéter comme un automate son autonomie, voilà le principe au fond de tous les discours de libération qui sont promis par ce type de savoir et de discours. Dans la dernière partie de la séance, l'animatrice demande alors à tous de fermer les yeux et d'imaginer que tout le monde dans la salle pense que vous êtes un idiot dans votre maison. Robbie docile ferme les yeux, il sourit, il dit bêtement oui. Ruth, fermez les yeux, dit l'animatrice. Sentez que vous n'êtes qu'une idiote, menace-t-elle. Elle possède donc le pouvoir que lui ont reconnu tous les participants de les traiter comme des imbéciles. Les gens ont payé pour se faire traiter comme des imbéciles. Elle a ainsi la toute-puissance aussi de réduire à néant ce sentiment en leur demandant juste après de trouver ça ridicule, de rire d'eux-mêmes du fait, en fait, de s'être conformé à son injonction de se prendre pour des imbéciles. Il y a encore un niveau supplémentaire. Elle est tellement toute-puissante qu'elle les permet, en fait, de se ridiculiser, de lui avoir obéi. Tous rient alors. Sauf Ruth qui ne trouve plus ça drôle. Qui sont les idiots ? Elle se lève. Nous tous. Je suis heureuse, c'est permis. L'animatrice tente de reprendre son pouvoir et de détermination et d'évaluation des vies. Elle donc reprend la parole et elle dit à Ruth, qui achète votre maison ? Votre maison n'a plus des fondations saines. Ruth les envoie alors se faire foutre et commence à tous les insulter. Elle critique leur apitoiement sur eux-mêmes et elle parle de vos parents merdiques, les miens, toute cette merde, et elle part se chercher à manger.
À cet instant, le spectateur est plutôt content, parce qu'il peut penser que Rousse s'est libérée du plan. Elle s'est donc libérée du discours de fausseté. Elle s'est libérée de l'idéologie de l'autonomisation normée, automatique de soi. Elle a insulté les autres et elle a pris la décision de s'en aller. Mais l'oratrice, qui représente dans la série la puissance infinie de récupération des discours de réalisation de soi, l'oratrice retombe bien sûr sur ses pieds, comme un chat. Elle félicite alors Rousse et elle demande à tout le monde de l'applaudir. Bravo, il ne lui reste plus qu'à reconstruire la maison de ses rêves sur ses bases. Elle s'est émancipée puisqu'elle a envoyé tout le monde chier. Ce retournement est extrêmement compliqué et délicat à comprendre pour le spectateur. Et c'est sur ce point que je vais finir. J'aimerais vous montrer d'abord comment c'est exactement la manière, l'éthos de la série qui joue là, et comment on peut appliquer la leçon qui apparaît là à notre concept de fantôme. Rousse, en libérant sa parole, en s'autonomisant du plan, c'est-à-dire de tous les discours truqués, faux de réalisation de soi, Rousse a en fait donné ultimement raison à ce type de pratique. On peut donc penser, comme spectateur, un peu troublé à la fin de cet épisode, que Rousse, en se libérant de ses difficultés à s'exprimer, en se libérant de sa difficulté à devenir le sujet de sa propre vie, Rousse entre en fait dans un autre système de domination. Elle obéit désormais à des discours normés d'autonomisation de soi. Et de ce point de vue, le plan a gagné. À la fin de l'épisode, donc, Rousse et Robbie rient au bar. Rousse remercie Robbie de l'avoir amené là. Elle a échangé, finalement, son obéissance à des normes, des conventions sociales, familiales qui l'empêchaient de s'exprimer elle-même, pour maintenant une obéissance à d'autres normes qui lui enjoignent de s'exprimer et de se révolter. Son autonomisation est donc biaisée, comme toute forme de liberté, semble nous dire Six Feet Under. Mais resituée dans l'ensemble des arcs narratifs de l'épisode dont je vous ai parlé, cette réalisation paradoxale du plan par Rousse laisse entrevoir une idée beaucoup plus subtile et peut-être plus intéressante. De même que Nate et David, ses fils, ont appris à user d'un discours irrationnel et objectivement faux, le discours de la voyante, sur la vie après la mort, afin de sécréter une vérité subjective, le fantôme de leur père, pour pouvoir parler au père qui est mort, bien de même, Rousse a peut-être appris à se servir d'un discours idéologique, truqué, manipulateur, pour produire dans son existence une émancipation relative. Au contraire, comme par effet de contrepoids, Brenda a fait l'expérience, je vous l'ai dit, d'une vérité objective, scientifique, qui a produit dans son existence des effets de domination, de dépossession et de mensonge. Six Feet Under est donc cette série extrêmement complexe qui esquisse la possibilité que des discours vrais, moraux, produisent à l'échelle des vies quotidiennes des effets de fausseté et d'immoralité, et que des discours irrationnels ou idéologiques produisent à cette même échelle microscopique de notre vie ordinaire des effets de vérité ou d'émancipation. L'épisode du plan est donc bien plus qu'une satire du coaching mental. C'est une sorte de mise en scène de la disjonction entre les grands discours et les effets de vérité ou d'émancipation de ces discours dans nos vies ordinaires. Des discours émancipateurs, des vérités indubitables, peuvent faire à nos vies du mal, les tisser de mensonges et les opprimer sous couvert de les enjoindre à être libres. Et des croyances absurdes, des idéologies risibles, peuvent toujours, éventuellement, provoquer en nous des vérités ou des effets d'émancipation à petite échelle. Donc reprenons, pour conclure et engager la discussion. Il me semble qu'on pourrait dire ceci. Six Feet Under est cette série qui nous présente la vie du point de vue d'une immanence de la vie. Il n'y a que la vie, c'est un fait, c'est une vérité. De ce fait, Six Feet Under présente tous les discours en découvrant leur part de ridicule. Le discours de la voyante sur la mort, le discours scientifique de l'université, le discours de coaching psychologique. Tout ce qui théorise la vie est au fond ridicule, à tort. Ainsi, Six Feet Under ne nous propose pas, en remplacement de ces discours, d'autres idées illusoires sur la mort ou sur la vie. Six Feet Under va plutôt nous montrer que des discours ou des images illusoires peuvent toujours produire, bizarrement, paradoxalement, des effets émancipateurs, soulagés, donner du bonheur. Ce qui ne les justifie pas pour autant, c'est important. Le paradoxe est le suivant. La vérité, que connaît Brenda depuis l'âge de 6 ans, on meurt et c'est tout, il n'y a pas de plan. Cette vérité la rend triste et fausse intimement, alors que l'illusion de la voyante, l'illusion du plan, qui sont des supercheries idéologiques, permettent à Nate, David et Rousse de découvrir une vérité qui améliore leur vie. Six Feet Under nous montre ainsi comment une image, le fantôme, ou un discours, le plan, qui sont essentiellement irrationnels, peuvent produire des effets de vérité. Pas nécessairement, mais peut-être. Dans Six Feet Under, on se retrouve donc confronté à cette vision extrêmement troublante pour la pensée, que la pensée ou le discours sont toujours des faits. Aucune idée, aucun discours, et je crois que c'est le fond
philosophiques de cette série, aucune idée, aucun discours ne peuvent nous assurer de l'émancipation, du bien, du bonheur ou d'une amélioration de la vie. Les fantômes, ce sont donc des illusions objectives qui ont des effets intimes de vérité, comme le plan, contrairement au rationalisme de Brenda, qui est aussi un nihilisme intime. Les idées et les vérités ne nous assurent de rien, montre la série. Pourquoi ? Parce qu'en passant d'un individu à l'autre, elles peuvent produire des effets intimes contradictoires, heureux ou malheureux, vrais ou faux. Donc ce qui se transmet dans Six Feet Under, ça ne peut pas être des idées, des pensées, mais d'abord des sentiments, par l'empathie. Et c'est le seul sens de la vie qui apparaît dans cette série. Les morts existent réellement, mais subjectivement et objectivement, dit la série, tout ce qui nous relie, c'est l'empathie, un système d'affect entre les vivants. Et pas d'idées, pas de pensée. Parce que ce qui est dévoilé par la série, c'est que toute idée, toute pensée chargée d'une valeur de vérité peut se retourner dans ses effets. De même que toute idée, toute pensée chargée d'une valeur de fausseté peut se retourner dans les effets qu'elle a dans ce qui est précisément le plan qui nous est proposé, le plan avec un petit p, par un grand P cette fois, par la série, le plan de la vie ordinaire, intime, de cette espèce de micrologie de l'ordinaire ou de l'intime. Du coup, pour finir, on pourrait renverser la proposition de cette manière en disant ce que définit Six Feet Under, c'est au fond un certain niveau, une certaine échelle de la vie, l'ordinaire, le quotidien, qui est cette échelle qu'on pourrait définir précisément par le fait que toutes les vérités peuvent y avoir des effets de fausseté, toutes les faussetés peuvent y avoir des effets de vérité. Tous les discours de domination peuvent y avoir des effets d'émancipation, tous les discours émancipatoires peuvent y avoir des effets de domination. Et au fond, ce que nous montre Six Feet Under, c'est ce plan-là de notre vie ordinaire, qui n'est pas le plan de la pensée, qui ne peut pas l'être, qui est un plan, Martha Nussbaum appellerait ça le sol raboteux de l'ordinaire, par exemple, et je ne suis pas forcément convaincu par cette expression philosophique, parce que je crois que précisément ce plan n'est pas dissible, il n'est pas représentable pour la pensée. Il ne peut passer que dans une forme, qui est la série télévisée, qui nous montre en fait que nous pouvons tisser nous aussi des liens d'affect, d'empathie avec des personnages que nous retrouvons de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Et ce que montre cette série, au fond, c'est que à quel point la vie ordinaire a pour emblème le fantôme. Le fantôme étant, au fond, rien d'autre que ce mensonge qui a des effets de vérité dans la vie intime et dans la vie subjective. Et en prenant ce point de départ, je propose maintenant de parler un peu plus largement peut-être de la série et de dériver petit à petit, notamment en se posant cette question, on en parlera. Moi, il se trouve que Six Feet Under a été une sorte de révélation comme série télévisée, et que petit à petit j'ai compris qu'au fond Six Feet Under était l'emblème de quelque chose de plus large, que probablement toutes les séries télévisées portaient avec elles quelque chose qui était particulièrement cristallisé dans Six Feet Under. Donc on pourra peut-être aller finir petit à petit vers cette question qui, moi, me hante, qui est pourquoi aimons-nous à ce point les séries télévisées ? Pourquoi nous, contemporains, avons-nous cette passion étrange pour cette forme d'art à la fois récente et ancienne qui est la série feuilletonnante ? Merci Tristan. Je propose qu'on propose le débat. Alors, ce que je propose, c'est qu'en effet, qu'on prenne un petit moment, disons 10 minutes, pour reculer un petit peu en généralité, donc parler de séries en général, et puis en revenant vers vous, le détail, la vie intime de la série sera quelque chose à propos duquel vous pourrez bien sûr poser toutes les questions que vous voulez à Tristan Garcia. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui me fascine dans ton discours, et ce qui me fascine évidemment dans cette conclusion bouclée sur elle-même, et disons le petit saut que tu n'as pas fait, quand tu dis que le fantôme représente d'une certaine manière, devient le modèle de la vie ordinaire, c'est que le fantôme, comme image, eh bien d'une certaine manière, tu en as profité toi-même pendant 5 ans, ou si tu l'as regardé en DVD pendant X heures. Et donc je me demandais si il était possible de transposer ce que tu vois comme, disons, leçon morale qui serait incarnée par les personnages de la série, sous une forme qui serait une forme esthétique. Dans la mesure où tu parles de scénario, tu parles de dialogue, tu as décrit avec précision et élégance toute une série de scènes,
Mais à part pour le générique, dont tu as dit qu'il était singulièrement beau, à aucun moment tu n'as parlé des images en tant que telles. Comme si, en effet, dans cette série-là, et peut-être dans toutes les séries, puisque tu en fais le paradigme, disons, de la série télévisée moderne, enfin de l'époque post-HBO, disons, comme si les images, au fond, ne comptaient pas. Or, tu viens de dire en même temps l'inverse. Et donc j'aimerais te poser comme question celle-là. C'est finalement, dans la série, qu'est-ce qui compte et si ce sont les images, alors comment parler des images de séries télévisées, par exemple par rapport aux images de cinéma, de jeux vidéo, aux images de l'art, etc. etc. Alors c'est une question, si vous voulez, en effet, tu as raison, l'ontologie même des images de séries télévisées est quelque chose qui est en train de se compliquer. Parce qu'on pouvait dire jadis, de manière assez claire, et une série télévisée, ce qui a été produit pour la télévision. On pouvait gloser là-dessus. Par exemple, l'idée que j'aimais bien pendant longtemps était que ce qui différenciait une image de série télévisée d'une image de cinéma, c'était qu'elle avait été produite pour venir à nous et pas pour qu'on vienne à elle. Vous savez, les premières publicités pour la télévision au début des années 50 aux États-Unis, c'était d'une part, on voyait des gens qui étaient en pantoufles devant le spectacle, et l'idée c'était pour la première fois le spectacle vient à vous et vous n'allez plus au spectacle. Donc il y avait cette idée assez forte qu'au fond, si on a réfléchi, la télévision était le premier spectacle à pénétrer l'espace intime et qui ne supposait pas qu'on aille dans l'espace public, dans un espace relativement public, parce qu'évidemment il y avait du cinéma privé, etc. Mais ce qui supposait un certain nombre de notations très, très précises et concrètes. Par exemple, on n'était pas obligé de s'habiller pour voir une image de télévision, ou une notation plaisante comme celle célèbre de Godard, dans laquelle évidemment l'image de cinéma c'est celle qu'on regarde en levant les yeux, l'image de télévision on regarde, ou une notation très simple qui est que une image de cinéma est toujours plus grande que vous, une image de télévision c'est en train de changer, mais globalement elle est toujours plus petite que vous. Donc vous pouvez assez facilement gloser sur la différence entre une esthétique de l'image télévisée, de l'image de série télévisée, et de l'image de cinéma. Ça c'est évidemment compliqué au moment même en fait où sort Six Feet Under, avec ce qu'on appelle la quality television, HBO dans les années 90, et le changement des modes de diffusion. D'abord parce que au moment où apparaît Six Feet Under, moi par exemple c'est la dernière série que j'ai vue en la suivant réellement à chaque fois qu'un épisode sortait, et où je l'ai vue comme on regarde la télévision. C'est-à-dire je l'ai vue chez moi, mais je l'ai vue suivant un système de rendez-vous toutes les semaines, avec l'idée que c'était une image avec laquelle on avait un rendez-vous. Donc là, l'image du fantôme marchait bien, parce qu'on avait vraiment l'impression d'avoir un rendez-vous avec des fantômes, des images fantomatiques, qui clignotaient et qui réapparaissaient dans notre vie. On vivait avec le souvenir de l'épisode pendant une semaine, et puis bon voilà, le vendredi soir, le fantôme réapparaissait. Il semblait avoir mené sa vie, puisque lui aussi, généralement les séries, surtout HBO, montraient la vie ordinaire, donc on avait vraiment l'impression que le personnage de Tony Soprano avait été dans sa cuisine, pour son petit déjeuner, puis hop, il réapparaissait d'un seul coup, et puis il retournait ensuite, il s'éclipsait de nouveau, donc vraiment le fantomatique était très lié à ça. Et puis il y a eu Internet, donc on a commencé à regarder les séries télévisées, non pas à la télévision, mais sur son ordinateur. Deuxième problème, on a commencé à avoir une consommation des séries télévisées en regardant généralement les épisodes à la suite. Ce qui évidemment posait un premier problème, parce que là le fantôme d'un seul coup faisait un bloc, c'est-à-dire que ce qui accompagnait la vie comme une sorte de clignotement comme ça, ça commençait à ressembler à un long téléfilm entrecoupé de pauses pour aller manger le soir sur son lit avec un écran d'ordinateur. Ça c'est encore compliqué, troisième tour de vis, quand l'industrie elle-même a compris le mode de consommation et a décidé d'adapter son mode de production à ce mode de consommation, Netflix. C'est-à-dire à partir de maintenant, on va produire une série comme un long film produit par David Fincher, ça va s'appeler House of Cards. On va faire 6 épisodes, en fait on va tronçonner quelque chose en 6 épisodes, et on va le mettre en ligne instantanément. C'est-à-dire qu'instantanément, vous pouvez voir les 6 épisodes. Là, ça ne marche plus du tout, parce qu'il n'y a plus de temps d'attente, il n'y a plus de vie clignotante de l'image, du coup on devient très embêté. Il reste une chose qui est que malgré tout, ce sont encore des images qui sont produites pour venir à nous, pas pour qu'on vienne à elles. Il me semble que c'est la dernière différence technique. Certes, elles viennent sur nos écrans d'ordinateur, sur nos écrans d'iPad, en tout cas elles viennent à nous. On ne va pas dans un lieu les voir. Le cinéma, normalement, est encore produit pour qu'on aille dans un lieu vers ces images. Il n'y a clairement pas de pèlerinage. Il me semble que dès le début, ça a frappé l'image de séries télévisées dans le double destin. D'abord, une désacralisation très nette, une sorte de laïcisation de l'image cinématographique,
Dès le départ, les séries télévisées vont être une image de l'ordinaire. La première grande série télévisée, vous savez, c'est I Love Lucy, ce soap opéra. On parlait de soap opéra, vous le savez peut-être, c'est effectivement parce que c'était payé par les marchands de savon. La série télévisée est une invention de la lessive, puisque c'était les gens qui faisaient du savon qui payaient pour avoir un support à leur publicité, en l'occurrence I Love Lucy, première sitcom, et c'est pour ça qu'on parle de soap opéra. Donc ces images étaient des images évidemment plutôt indignes, puisque produites par la lessive, qui venaient au foyer et qui étaient vraiment laïcisées, désacralisées, et qui, peut-être deuxième détermination particulière, étaient assez systématiquement des miroirs du foyer, de l'intime. Vous savez sans doute, pendant 40 ans, la série télévisée, ça a eu pour public quasi exclusif des gens qui ne travaillaient pas. Quelque chose d'assez important finalement, c'est-à-dire des gens au foyer. Les séries télévisées étaient produites pour les femmes au foyer et pour les adolescents qui, le mercredi après-midi, n'étaient pas au collège, en tout cas ne travaillaient pas. Donc la série était un art d'inactif, de ceux que la société considérait en tout cas comme étant inactifs, au foyer, chez eux. Donc cette série les images de série avaient tendance à être un miroir plus ou moins déformant de l'intérieur, du foyer, de l'intérieur. Évidemment, il y avait des exceptions. Il y avait les séries très réglées, les séries d'avocats, les séries de flics, etc., qui étaient des séries tournées vers le dehors. Mais le cœur de la série télévisée, le soap, le drama, étaient des images du foyer qui venaient au foyer. La télévision dont on parle, si on parle des images de Six Feet Under, c'est une autre télévision. Il y a une rupture qui se produit dans les années 90, quand les États-Unis décident de produire ce qu'ils ont appelé la télévision de qualité. En fait, c'est une décision qui n'est pas esthétique, mais industrielle. C'est une décision qui s'explique très facilement, qui est, au fond, le public des gens qui ne sont pas actifs est trop limité. Il faut aussi faire des séries pour les gens qui vont travailler. Première conséquence, si on fait des séries pour les gens qui ne vont pas travailler, il faut les diffuser quand ils ne travaillent pas. Donc on va diffuser les séries le soir et non plus l'après-midi. Urgence a été une des premières séries à être parfois diffusée le soir. C'est uniquement à partir de 89-90 que les séries, à part Dallas par exemple, qui est un exemple très à part, se mettent à être diffusées le soir. Donc d'abord, le fait d'aller vers le soir, ça va donner une sorte de légitimité, puisque la série va venir prendre la place du film du soir. Deuxièmement, comme on parle maintenant à des gens qui reviennent du travail, on ne peut plus se contenter de fonctions symboliques. C'est-à-dire, quand on représente un médecin ou un avocat, on ne peut pas représenter quelqu'un qui a une blouse blanche qui drague des infirmières dans un couloir. Il faut montrer qu'il travaille concrètement. Vous savez très bien, dans Dallas, par exemple, vous avez affaire à une famille qui s'occupe de pétrole, mais qui en fait ne travaille jamais. Enfin, on ne sait pas ce que c'est, en fait, que de spéculer sur le pétrole. C'est juste évidemment symbolique, il faut qu'il soit très riche. Donc, la deuxième conséquence sur l'image même de séries télévisées, c'est qu'il va falloir s'occuper non seulement de l'ordinaire, du foyer, ça on le garde, mais acquérir une légitimité culturelle comme un film de cinéma, parce que ça passe le soir, et cette légitimité culturelle doit s'accompagner d'une description désormais matérielle et concrète du travail. Six Feet Under est une conséquence de son esthétique de cette décision industrielle. On va montrer des gens dont la mort est le métier, mais on ne peut pas en faire une fonction symbolique. On doit représenter ce métier de manière concrète. Donc, on va essayer de savoir concrètement comment est-ce qu'un thanatopracteur travaille avec un cadavre. Ce qui fait que dans la série, vous voyez effectivement Rico ou Nate travailler avec le cadavre. Vous avez des conseillers qui ont permis à cette série d'être aussi un outil de connaissance sur ce métier. Donc, on pourrait dire que l'image, l'esthétique de Six Feet, elle est en fait déterminée par ces trois contraintes-là. Rester une image de l'ordinaire. C'est pour ça que j'ai fini là-dessus. Il me semble que le plan que définit cette série, le plan du fantôme de la vie ordinaire, ça reste l'ordinaire, le quotidien. Donc aussi, par exemple, une laïcisation du fantôme. Le fantôme n'est plus du tout celui qui fait peur. Le fantôme n'est plus l'extraordinaire, il est au contraire la figure de l'ordinaire, de l'intime. Deuxième conséquence, la légitimité culturelle, la concurrence avec le cinéma. L'image de Six Feet Under est très marquée par une sorte d'incorporation dans la forme du soap opéra de l'esthétique de ce qui semble être à ses créateurs le grand cinéma. Il y a énormément de références à Bergman, notamment à Fanny Alexandre. Esthétiquement, beaucoup de scènes de Six Feet Under ressemblent à Fanny Alexandre. Dans la manière d'organiser des avant-plans, souvent avec des pots de fleurs, des décorations. Dans les scènes de cuisine sont très bergmaniennes, par exemple. Un certain nombre de dialogues, de manières de filmer le visage de Rousse sont très proches du rapport que Bergman pouvait avoir à Liv Ullmann. Donc il y a une intégration de Bergman
de Wenders, de Rossellini, dans la forme de la série télévisée. Ce qui va provoquer un choc pour beaucoup de gens qui méprisaient la série télévisée, qui d'un seul coup vont retrouver autour de ce cœur, qui reste un cœur de soap opéra, c'est ça le problème. C'est-à-dire, il ne faut pas croire que la série télévisée, dans sa forme, est devenue légitime culturellement. Elle a simplement donné une forme, notamment cinématographique, à quelque chose qui reste profondément, pour moi, Six Feet Under, c'est du soap. C'est Dallas, mais avec une esthétique bergmanienne, parfois. Donc évidemment, pour des gens qui ne supportaient pas l'esthétique de Dallas, d'un seul coup, ça rend acceptable la chose. Et troisièmement, dans cette esthétique, il y a ce souci du concret, de la matérialité, parce qu'on est censé s'adresser à un public qui travaille. Donc, voilà, montrer ce qui a pour conséquence, que j'appelais un point de vue immanent sur la vie, qui est aussi un point de vue matérialiste. On ne raconte pas d'histoire. Ne nous racontons pas d'histoire sur la mort. La mort est un métier, la mort a une certaine fonction sociale. On va la montrer. On va la montrer en utilisant les images du cinéma, mais en changeant quelque chose. Alors, l'exemple de Bergman est compliqué, parce que Fanny Alexandre, ça a été produit pour la télévision. Donc c'est déjà une forme hybride. Fanny Alexandre, c'est déjà un petit peu une série télévisée, comme La Maison des Bois de Piala. Mais avec cette idée qu'on va prendre la manière dont le cinéma était capable de capter l'intime, mais cet intime, on va le rendre quotidien. C'est-à-dire, au lieu de le rendre extraordinaire, y compris dans ses fracas, comme chez Bergman, au lieu de faire les scènes de la vie conjugale, qui aussi est fondée sur un principe de répétition, au lieu d'avoir cette sorte d'hystérisation bergmanienne, par exemple, on va avoir au contraire une représentation quotidienne, en utilisant une esthétique qui vient directement, à mon sens, du grand cinéma européen. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais il y a en tout cas cette alliance, je dirais, qui fait l'esthétique de Six Feet Under, qui est cette alliance de l'ordinaire, d'un cinéma européen considéré comme culturellement légitime, et de ce souci du concret, de la matérialité, toujours. Et le lien qui reste avec les fantômes, qui est très fort, c'est la quotidienneté du travail. C'est-à-dire que même si on voit cette série... D'ailleurs, Six Feet Under est un exemple intéressant pour ça, parce que c'est une série qui interdit quasiment sa consommation frénétique. Je ne sais pas si vous avez fait cette expérience, mais il est quand même extrêmement difficile de faire un usage, Six Feet Under, qui est l'usage qu'on fait par exemple de Game of Thrones ou de 24. Parce que si vous regardez à la suite 13 épisodes de Six Feet Under, c'est d'une lourdeur émotionnelle quasiment insupportable. Et donc la série est quasiment un dispositif qui vous empêche de la voir comme un film. C'est-à-dire, en fond, elle n'est acceptable que si vous acceptez de nouveau de la découper, donc d'entretenir un rapport quotidien rallongé avec elle. Et si vous retrouvez ce rapport quotidien, vous retrouvez ce qui fait la série télévisée et vous retrouvez le caractère spectral. Parce que la série ne tient au fond que si vous la voyez sur un certain temps. C'est-à-dire, il y a la durée qui est positive qu'elle produit, 5 fois 13 épisodes de 52 minutes, et il y a la durée qu'elle vous impose d'introduire entre les épisodes pour qu'elle commence à ressembler à la vie et pour que vous puissiez pleurer à la fin. Parce que ce que vous perdez avec les personnages, ce ne sont pas seulement des personnages, mais ce sont des gens avec qui vous êtes entré dans un rapport de communauté, d'affect, comme j'essaie de le dire. Et toute la série est là pour que les personnages deviennent eux-mêmes des fantômes. C'est-à-dire ce qu'est le fantôme du père pour les personnages, l'œuvre espère qu'elle va le devenir. Et c'est pour ça que Six Feet Under est aussi une série qui, dans ce rapport-là, très compliqué à la durée, parfois elle est extrêmement oppressante, c'est pour ça que vous devez laisser passer une semaine pour voir un autre épisode. Six Feet Under est une série, et je trouve que c'est très beau de sa part, tout en étant une série sur la mort. C'est une série qui n'est jamais moralisatrice, je crois que je l'ai montré là-dessus, notamment parce que c'est une série qui ne vous apprend pas à mourir, c'est une série qui petit à petit apprend elle-même à mourir. C'est une série qui, montrant certains personnages arrivent à apprendre à mourir. Il y a probablement de David ou de Bruce qui s'apaisent petit à petit. C'est pas le cas de Nate, un personnage qui ne peut pas apprendre, une sorte de personnage kierkegaardien, très beau. La série renonce à vous apprendre à mourir en vous disant, au fond, il n'y a pas d'induction possible entre la mort des autres et votre mort. Donc on ne va pas se raconter d'histoire non plus. On ne va pas faire semblant qu'en vous apprenant la manière dont les autres meurent, vous allez apprendre quoi que ce soit sur votre propre mort. Ce qui est très beau dans la série. Parce que toute la série, je vous l'ai dit, est fondée sur l'idée que chaque épisode commence par la mort d'un personnage. Et l'autre grande idée de la série, c'est que ces morts produisent une sorte de cercle concentrique qui se referme petit à petit sur les personnages eux-mêmes. Dans la première saison, par exemple, les personnages qui meurent, vous ne les avez jamais vus.
Dans la deuxième saison, on commence à avoir des petites connexions. C'est la tante d'un personnage secondaire. Dans la troisième saison, c'est quelqu'un que vous avez vraiment vu déjà. Dans la quatrième, c'est un personnage secondaire, mais important, puis un personnage principal. Et vous avez ce cercle concentrique qui se referme, et toute la série dit, voilà, la mort des autres, qui produit ces effets spectraux de fantômes, vous cerne petit à petit, mais il n'y aura pas d'induction possible. Vous n'allez pas pouvoir apprendre de votre propre mort à mesure que la mort se resserre autour de vous. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste à la série elle-même d'apprendre à mourir, ce qu'elle fait avec une suprême élégance. C'est sans doute une des plus belles fins de série, puisque la série vous montre qu'elle va mourir elle-même. Et je ne peux pas spoiler outre mesure. Évidemment, vous vous en doutez, ce qui est très beau dans Six Feet Under, c'est qu'au fond, c'est pas spoiler de dire tout le monde meurt. Tout le monde le sait. Effectivement, tout le monde meurt. Et c'est ce qu'il y a probablement de plus beau et de plus réussi dans cette série, c'est qu'elle arrive à prendre ce truisme et en faire une sorte de vérité bouleversante au bout de 5 saisons.